Êtes-vous intéressé par l'apprentissage des arts martiaux traditionnels chinois du Xingyi Chuan et du Baguazhang? Alors, le programme en ligne Huajin est pour vous. C'est le premier programme à distance pour apprendre les arts authentiques du Hebei, Xingyi Chuan et Baguazhang style Liang, de manière complète où que vous soyez. Il propose plus de 120 leçons couvrant l'entraînement individuel, la technique, les formes, l'application, l'enseignement et la formation. Le programme d'apprentissage en ligne Huajin fonctionne avec succès depuis plus de 3 ans et est très apprécié par les participants. Par conséquent, commencez dès aujourd'hui votre voyage dans l'apprentissage des arts martiaux chinois classiques, authentiques, en visitant mushinmartialculture.com pour obtenir plus d'informations ou pour vous inscrire directement sur patreon.com Mushin Martial Culture, qui est le programme d'apprentissage en ligne Huajin. Inscrivez-vous aujourd'hui. Dans cette discussion, je vais vous offrir une présentation détaillée et vous fournir un aperçu général du Jian chinois, qui est aussi connu sous le nom d'épée droite, comme on l'appelle couramment en anglais. Quand on parle du Jian, il est essentiel de comprendre d'abord à quoi nous faisons référence en ce qui concerne les deux principales catégories d'épées dans les arts martiaux chinois. Ces catégories sont le Jian, aussi appelé épée droite, et le Tao, souvent traduit ou désigné par le terme épée large en anglais. Je sais que l'idée européenne d'une épée large est différente. C'est pourquoi je préfère utiliser le mot sabre, parce qu'il vous donne une meilleure compréhension générale de ce qu'est l'épée. Un sabre a un tranchant incurvé, une lame incurvée, et une épée droite à une lame droite. En règle générale, un jian chinois est une arme à lame droite, qui se caractérise par une lame mince. Dans la plupart des cas, elle se termine par une pointe et est à double tranchant. Il y a 2 tranchants et c'est symétrique. Les 2 côtés sont généralement identiques. Ainsi, il s'agit d'un jian, une épée droite chinoise. D'un point de vue historique, le jian est le résultat d'une évolution naturelle dans la création d'armes par l'homme. Si l'on considère l'humanité ancienne et sa lutte pour survivre dans la nature, la première tâche et la première action étaient toujours la chasse. Les armes et les outils ont donc été créés principalement dans le but de tuer et de chasser les animaux avant tout. Mais depuis la nuit des temps, l'homme a mené des guerres contre d'autres hommes, et ces mêmes outils et armes qui pouvaient être utilisés pour chasser des animaux ont ensuite été utilisés pour traquer d'autres humains. Il ne s'agit pas seulement de chasser, mais plutôt de faire la guerre à d'autres hommes, contrairement à la chasse. Par essence, ils se ressemblent, mais ils se différencient aussi sur le site et prennent des directions différentes. Lorsqu'on compare une arme de guerre à un outil ou une arme de chasse, on observe des différences significatives dans leur usage et leur objectif. En général, ce qui était utilisé à l'âge de pierre, c'était le façonnage de pierre pour créer des objets pointus, qu'il s'agisse d'une pointe ou d'un tranchant. Bien évidemment, la pierre ne pouvait former qu'un bord grossier et une pointe grossière, mais cet objet était fixé sur un manche plus ou moins long pour percer et pousser. Cela servait à la chasse et, comme je l'ai mentionné, à la guerre. Il pouvait s'agir de projectiles ou d'armes de type lance. La progression vers l'armement original, comme le jin de base ou l'épée, représente une transition directe entre les anciens fers de lance en pierre, les fers de lance et ceux de l'âge de bronze. Ce même type d'arme, fabriquée en bronze, se transforme progressivement en une sorte de lance à main, bien que plus longue. Comme l'origine de l'épée, en particulier celle que tu possèdes, en particulier et bien sûr, la forme droite est la toute première forme d'épée. Beaucoup de gens se trompent souvent sur l'évolution des épées. Ils pensent que les épées droites et les épées larges sont simplement 2 armes complètement différentes qui ont évolué de manière presque similaire en même temps. Cependant, ce n'est pas du tout le cas. En réalité, l'épée droite, ou le type d'épée droite, est la version la plus ancienne des épées. L'évolution vers une lame courbe s'est déroulée par essai et erreur, et cela pour des objectifs très particuliers. Nous y reviendrons. Mais le fait que ce soit la première forme d'épée, et qu'une épée puisse souvent exercer un pouvoir,
vous confère un grand pouvoir en passant des armes de pierre aux armes de bronze, puis à quelque chose que vous pouvez porter, vous donnant un avantage dans les combats contre d'autres humains. C'est un outil puissant. C'est pourquoi elle est culturellement vénérée, car elle représente un ancien premier pas vers ce type de pouvoir accessible grâce à la technologie. C'est donc l'épée droite. Nous pouvons constater que l'évolution va des lances aux épées droites. Les exemples les plus anciens datent de la période des Zhou occidentaux, où les épées droites étaient déjà très rudimentaires. Elles étaient plutôt courtes, mesurant entre 24 et 40 cm de long, et faites en bronze. Elles étaient vraiment amusantes et rudimentaires. Elles ne comportaient pas toutes les pièces que nous voyons aujourd'hui dans une épée moderne, et dont je parlerai plus tard. La raison pour laquelle elles ne pouvaient pas être trop longues est que le bronze n'est pas un métal aussi solide que l'acier. L'acier, ou plus exactement le fer, est un métal qui est plus ferme. Plus on utilise le bronze, plus il se déforme, car en général, il est plus mou. Cependant, le bronze peut être aiguisé pour obtenir un bord beaucoup plus tranchant que l'acier, mais il ne garde pas ce bord tranchant très longtemps. Ainsi, on peut voir les limites du bronze. C'est un phénomène que l'on observe à l'échelle mondiale lorsque l'on examine les armes de l'âge du bronze. Elles ne pouvaient pas être trop longues, car elles étaient trop molles pour cela. Quand nous examinons les périodes qui suivent, pendant le printemps et l'automne, à l'époque où l'on commence à utiliser des épées en fer, on peut observer qu'elles commencent à s'allonger. Avec cette longueur accrue, des changements et des évolutions se manifestent dans la forme, les parties de l'épée et leur utilisation, entre autres. En règle générale, le terme chinois pour désigner le fourreau est qiao, et il est universellement utilisé pour les épées larges ainsi que pour les épées droites. Je vais aborder en détail l'épée large lorsque nous discuterons de ce sujet à un moment donné. Cependant, si nous examinons les autres parties du jian, elles incluent le jianqiao, qui est le fourreau, le jianshen, autrement dit la lame, le jianren, qui est le tranchant de la lame, le jianji, qui est l'épine dorsale de l'épée, jianjian, qui est la pointe de l'épée, le wushu ou shupan, c'est-à-dire le garde-main, le jianba, qui est la poignée de l'épée, et finalement le jiansui, qui est le gland de l'épée. Très bien, en ce qui concerne l'évolution, nous observons que les épées les plus anciennes ont évolué pour devenir des jian, et par la suite, les jian ont évolué pour devenir des... À l'époque du bronze, même lorsqu'il s'agissait de combat et de guerre, et jusqu'au début de l'âge du fer, l'épée droite était l'arme utilisée pour le combat et la guerre proprement dite. Plus tard, nous observons un changement. L'épée large ou le sabre est devenue l'arme optimale pour les batailles. Nous constatons que jusqu'à la dynastie Qing, les soldats étaient équipés d'une épée large, et cela a continué jusqu'à des périodes plus récentes. Cette transition montre comment les besoins et les stratégies militaires ont évolué au fil du temps, influençant le choix des armes utilisées par les soldats. La raison est simple. En examinant l'évolution d'un shen en dao, épée large ou sabre, on voit qu'un sabre incurvé est une épée droite avec un côté épaissi, n'ayant qu'un tranchant, puis courbé. Pourquoi cela? Eh bien, le sabre, comme mentionné, et même en regardant celui-ci, désolé, le jian, même en regardant celui-ci, c'est une lame mince avec une colonne vertébrale qui s'étend. Le sabre est épais au centre, mais ce n'est pas une lame très lourde. Quand vous commencez à faire la guerre sur le champ de bataille avec d'autres humains, essayant de tuer votre adversaire avec cette arme, et qu'ils utilisent aussi leurs épées, avançant lentement vers l'utilisation d'une armure, vous comprenez qu'une épée non droite n'est pas solide. Une épée aussi fine que ne tient pas bien dans cet environnement, car elle se déforme facilement. Vous devez imaginer que sur le champ de bataille, l'efficacité de l'arme est cruciale. Une lame trop fine pourrait se plier ou se casser sous la pression. C'est pourquoi, au fil du temps, les guerriers ont réalisé l'importance d'une épée à la fois robuste et bien équilibrée pour résister aux rigueurs du combat. Une épée qui ne peut pas résister aux chocs répétés n'est pas fiable, et cela pourrait signifier la différence entre la vie et la mort lors d'une bataille acharnée. Le simple fait que la lame ne puisse être épaissie qu'à un certain degré sur sa colonne vertébrale, qui court au milieu, limite la quantité de renfort que la forme de la lame peut avoir. C'est donc l'une des armes qui se déforme rapidement sur le champ de bataille. Et nous parlons ici de guerre, pas de bataille civile. C'est la raison pour laquelle les premiers types de sabres sont droits, car la première étape consistait à renforcer la lame pour éviter qu'elle ne se plie sous l'effet de la déformation. Une fois que votre épée est pliée, c'est terminé. Vous ne pourrez plus l'utiliser efficacement en temps de guerre. Vous risquez de perdre la vie et, à plus grande échelle, il y a un risque que votre empire s'effondre et perde la bataille.
La toute première étape serait donc une progression logique pour épaissir le bord de l'épée. Quand on observe l'épaississement d'un bord, il devient évident qu'ils ne peuvent plus l'aiguiser. Ainsi, les tout premiers sabres, les ancêtres des sabres, où la première étape vers les sabres étaient des lames droites avec un seul côté affûté. Un côté s'est épaissi, tandis que l'autre s'est affûté. Progressivement, la courbe est apparue. Pourquoi a-t-elle pris forme? Eh bien, comprenez que toute arme droite, y compris une lance, tire sa force des actions de poussée. Grâce à sa géométrie et sa forme, l'axe le plus puissant pour générer de la force est celui d'une action percutante droite. En observant les gens, surtout ceux qui ne sont pas très entraînés, c'est en fait un mouvement plus naturel pour un humain. Le but de l'arme est d'exécuter des actions de type swing. Le fait que cette lame soit droite n'aide pas vraiment à couper efficacement et à tailler. En vertu du fait qu'il s'agit d'un tranchant droit, cela signifie, une fois que le tranchant entre en contact, que ce soit avec votre cible, avec l'armure de votre adversaire ou autre, en vertu de la géométrie, il a une fois de plus beaucoup plus de chances de se coincer dans ce que vous frappez. En outre, le tranchant sera précisément sur la pointe, ou plus précisément la surface du point de contact sera limitée à l'endroit exact où vous frappez. C'est tout. Même si vous observez l'action de frapper, vous remarquerez qu'en fait, même lorsque j'étends mon bras dans des directions horizontales ou verticales, l'arme se déplace réellement sur un arc. Elle ne suit pas une ligne droite. Elle ne va pas de cette manière. En réalité, la lame se courbe grâce à l'anatomie et au mouvement que l'on effectue. La courbure naturelle de la lame aide ainsi à couper, car lorsqu'elle entre en contact avec la cible, au lieu de simplement frapper comme le ferait une épée droite, elle frappe sa cible de manière plus efficace. Imaginons que ce soit le tranchant de l'épée ou ceci. Elle entre en contact avec une partie plus réduite de la lame, et c'est tout. Il n'y a pas de dissipation de la force, tandis que s'il y a une courbe, cela devient possible. Donc, non seulement vous commencez à obtenir une coupe de dessin, mais vous avez également moins de chances de rester coincé dans l'adversaire. On a moins de risque d'utiliser uniquement une partie de la lame, qui pourrait alors être complètement endommagée. En ce qui concerne la guerre sur le champ de bataille, l'évolution naturelle des lames droites vers les lames à un seul tranchant, et ensuite des lames droites vers les lames courbes, s'est faite naturellement au fil du temps. Cela a relégué la tienne à d'autres rôles dans l'histoire de la Chine et dans l'utilisation martiale. Pour une large part, elle a cessé d'être utilisée directement sur le champ de bataille et s'est ensuite déplacée vers d'autres cercles de la société, civile ou non, au niveau supérieur de la société civile. La société impériale. Les régents et ces classes aristocratiques les considéraient et les utilisaient à des fins différentes en dehors de la guerre. Ils les utiliseraient toujours au combat, mais de manière plus individuelle que sur le champ de bataille. C'est devenu un symbole de statut et de prestige. Une fois encore, comme je l'ai mentionné, le jian a continué à être vénéré au fil du temps, car il a toujours été considéré comme la première arme qui a donné aux hommes le pouvoir sur les autres hommes. Si l'on considère le rôle que le jian a joué par la suite, la première chose, comme je l'ai dit, était un symbole de statut porté par des personnes de statut supérieur. C'était véritablement un symbole de pouvoir et de respect. Le jian a ensuite été utilisé par les moines, notamment ceux des traditions taoïstes, pour accomplir des rituels spécifiques. Par exemple, dans le taoïsme, il est couramment admis que le jian possède la capacité unique de chasser et d'éliminer les démons, les fantômes et autres entités malveillantes. Ainsi, le jian a commencé à occuper une place centrale dans ce que l'on appelle la religion et les pratiques spirituelles. Il a donc acquis une importance notable dans ces domaines, jouant un rôle crucial dans les rituels et cérémonies. Cet outil, au-delà de son usage martial, a été adopté pour ses objectifs par les adeptes de diverses croyances, qui ont reconnu le statut spirituel et symbolique qu'il leur conférait. Il était donc porté parce que, comme les lettrés littératis, il donnait l'impression d'occuper une position dans la société. Mais les impériaux l'offraient également à d'autres personnes en signe de respect et pour leur donner une sorte de statut, ainsi qu'un cadeau lorsqu'ils en recevaient un à cet égard. Vous pouvez donc constater que le sabre a commencé à jouer de nombreux autres rôles que le sabre n'avait pas. Le sabre était considéré comme une arme très claire, et c'est une arme très fonctionnelle. Le sabre est une arme extrêmement fonctionnelle, en particulier sur le champ de bataille. En parlant de statut, vous vous souvenez peut-être que j'ai mentionné plus tôt le gland décoratif qui fait partie d'un jet.
Habituellement, on voit ce gland dans les pratiques d'arts martiaux chinois, ainsi que dans les spectacles, de même que lorsqu'ils sont vendus, etc. En réalité, si nous examinons l'histoire de manière approfondie, ce n'était pas vraiment quelque chose qui était attaché aux jian, surtout à l'époque où ils étaient utilisés de façon plus fréquente et fonctionnelle. Ce que nous observons, c'est que de nombreux jian possédaient des boucles en bas qui passaient autour du poignet. Ce type de boucle existait également pour les épées. Il s'agit en fait d'une boucle de poignet qui servait à fixer l'épée au poignet. Vous ne perdez pas votre arme pour éviter qu'elle est attachée à votre bras, et vous pouvez la récupérer vite. C'est un accessoire fonctionnel. Il est devenu un simple ornement. Personnellement, nous ne l'utilisons pas. Mon professeur et moi nous entraînons rarement avec des sabres à glands, car ils nous gênent. Certaines pratiques d'épée se concentrent sur le pompon, ce qui n'existe pas chez nous. Mais il y a des pratiques chinoises qui s'y ajoutent. Cependant, vous pouvez comprendre que c'est une extension et un développement d'une autre fonction d'un jian, dans le sens où il est devenu un outil plus civil, avec des pratiques allant au-delà du simple combat. Ainsi, nous pouvons voir des pratiques comme le jian à longue houppe, qui est fascinante. Je vous laisse juger de son efficacité en combat. En ce qui concerne l'évolution du sabre et du jian dans la vie civile, ainsi que la manière dont ils ont évolué après avoir quitté le champ de bataille, certains aspects pour lesquels ils étaient utilisés incluaient les duels civils. Cela a d'ailleurs continué pendant une période assez longue. Certaines personnes se considéraient comme de véritables duellistes et utilisaient le jian. On voyait souvent des gens avec des cicatrices, des marques, etc. Il existait un peu plus de codes de chevalerie, si vous voulez, en ce qui concerne la manière dont le combat se terminait à cette époque. Je veux dire, c'était pas toujours inévitable. On pouvait abandonner après une coupure. Certains ont eu plusieurs coupures dans leur vie. Bien sûr, ils vivaient pour raconter et continuer à utiliser les épées. Mais cela arrivait à tous les niveaux. Des duels avec jian. C'était donc son but. Le sabre était aussi utilisé dans ces situations. C'est pourquoi. Mais on voit que le jian est toujours utilisé dans ces environnements. Il existait également ce que l'on appelait les danses du sabre, ou jianwu, qui étaient assez répandues et bien documentées dans l'histoire. Ces danses impliquaient des épées, des acrobaties et des performances avec des épées. C'était aussi une démonstration d'habileté et de maîtrise. Nous pouvons observer comment les pratiques d'épée des arts martiaux chinois modernes intègrent en réalité certains aspects de ces pratiques dans divers styles. Cependant, ce n'est pas le cas pour tous les styles. Certains sont davantage orientés vers une fonction pratique directe. Mais certains styles ont intégré cet aspect de performance, etc. Comme je l'ai dit, les glands en font partie. Concernant nos systèmes de Xingyi Chuan et Baguazhang, pour le jian, mon système Xingyi Chuan appris de mon professeur a un contenu jian important. Nous avons le Dao, mais aussi beaucoup de contenu jian. L'essentiel est les 5 éléments du Xingyi. Jian que nous pratiquons dans leurs exercices de ligne originaux, transmis par mon professeur. Le Xingyi Chuan est une pratique qui découle du Xingyi. Cette discipline est aussi pratiquée individuellement et avec un partenaire. De nombreux exercices individuels ne sont plus pratiqués par les héritiers modernes du Xingyi Chuan. Ils conservent les formes d'enchaînement, mais ne s'exercent plus vraiment aux éléments individuels comme Pi, Zuan, Peng et Eng, avec une épée en tant qu'exercice de ligne. Avant d'enchaîner les 5 éléments, nous les pratiquons séparément. Et nous le faisons aussi avec une épée large. Bien entendu, nous avons également de nombreuses autres pratiques. Dans notre système Xingyi Chuan, nous avons Sansai Jian, ou 3 trésors jian, une pratique de Xingyi. Nous y reviendrons plus tard. Cette pratique s'est popularisée grâce à l'Institut Goshu de Nanjing et s'est diffusée à Taïwan, se séparant du système Xingyi Chuan, mais elle dérive du Xingyi, s'appliquant seule ou avec un partenaire. Nous avons également le Liu'e Jian, qui est l'épée des 6 harmonies. C'est une pratique assez longue avec 6 lignes, d'où son nom Liu'e. Chaque ligne a son propre caractère. C'est une forme assez étendue, mais elle sert surtout de pratique. Vous remarquerez que pour nos pratiques jian, il y a très peu de mouvements décoratifs. Ce sont des techniques très pratiques, directes et fonctionnelles. C'est cela qui fait la valeur de la pratique de ces arts, car il vous offre les aspects de l'entraînement physique. La pratique culturelle est essentielle, mais c'est aussi le cœur de la fonctionnalité. En ce qui concerne le Xingyi Chuan et le Bagua, et plus précisément avec le Xingyi Chuan, on constate que c'est bien plus puissant que tout le reste. Dans le cadre du Bagua, nous avons quelques pratiques de jian. Celles-ci se concentrent principalement sur les cercles, en particulier la marche en cercle avec le jian. Ainsi, nous pouvons observer qu'avec le Bagua, c'est plutôt un cas où l'épée ou l'appareil se fond dans la pratique déjà existante de la marche en cercle. Dans le cas du Xingyi Chuan, la pratique de l'arme est intégrée à celle à main nue.
c'est donc une différence intéressante à noter. Très bien, il s'agit là d'un aperçu général et d'une introduction de base. Ce n'est en aucun cas une introduction approfondie à l'histoire de cette arme et à ses subtilités, mais simplement un bref aperçu de cette arme et de son développement. Comme nous allons commencer à couvrir le système Xingyi Chuan, nous allons également commencer à aborder cette arme.